j'aimerais, c'est que tu nous ouvres un tout petit peu la porte de ce laboratoire d'alchimie et que tu essaies de nous aider à comprendre comment tu interroges la musique. L'alchimie de la musique, c'est-à-dire l'alchimie qui peut exister entre la musique et l'image. Ça, c'est la chose tout à fait fondamentale. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé comme ça. C'est vrai que ça m'a toujours inspiré dans les films qu'on a faits. Et c'est un plaisir de le faire. Quand je ne l'ai pas, je suis malheureux. Parce que la musique, elle nous permet de dépasser l'image. Elle nous permet d'accéder à quelque chose d'autre qui nous dépasse et qui est justement l'universalité et des choses qui ne peuvent pas être dites par l'image. C'est dans cette confrontation entre l'image et la musique que le film peut s'ouvrir à des nouvelles significations. Parce qu'on dit toujours la musique, elle n'exprime rien. Non, ce n'est pas vrai. La musique exprime, la musique veut dire, la musique dit. Et en interrogeant comme ça la musique par rapport à l'image, c'est vrai que je fais fonctionner un certain travail intellectuel et de sensibilité autour de l'image, autour de ce qu'on veut dire. Mais j'aimerais savoir comment vous arrivez à transmettre une intention musicale à travers l'écriture d'un scénario. Alors là, j'ai un principe. C'est-à-dire de ne pas faire intervenir la musique au moment de l'écriture. Il faut que le scénario tienne en soi, pas par lui-même. Il faut que le scénario ait tous les éléments qui vont permettre à la musique d'intervenir. Mais je préfère ne pas faire intervenir la musique parce que je sais et je connais des cas de réalisateurs sensibles à la musique ou qui se le disent et qui très souvent croient que la musique va tout arranger. La musique n'arrange rien. Mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, tout à coup on écrit qu'une musique qui effectivement peut faire ressentir. Non, la musique à ce niveau-là n'arrange rien. Il faut que le scénario soit suffisamment solide, mais donne la possibilité à la musique d'exister. Je suis la source des clartés et les astres les plus vantés dont le beau cercle m'environne ne sont brillants et respectés que par l'éclat que je leur donne. Recréer une voix que vous n'avez jamais pu entendre en fait. Il n'y a qu'un seul enregistrement dans toute l'histoire de la musique, il n'y a qu'un seul enregistrement d'un castrat, c'était un castrat assez âgé du Vatican, si je me souviens bien. C'était une vieille femme implorante, pleurante et tout, c'était pas terrible. Et tout à coup, notre rêve, parce que pour nous, ces personnages répondaient à des fantasmes d'écriture, des fantasmes de personnages, et ça ne correspondait pas du tout, évidemment, aux personnages que nous avions inventés. Et donc, il fallait inventer pour retrouver effectivement une voix fantasmée, je ne le cache pas, mais qui s'appuie en même temps sur des choses qu'on pouvait lire, sur des documents d'époque. La fascination de ce genre de folie que représentaient ces voix surnaturelles presque,
qui est un mélange très spécial de voix d'hommes, de voix d'enfants et de voix de femmes. Il y a tout ça qui est intégré à l'intérieur de la voix du castrat. Et c'est ça, en se basant sur ce qu'on pouvait lire, sur les documents d'époque, et qui nous ont fait travailler, pas seulement moi, mais toute l'équipe de l'IRCAM avec qui nous avions avec qui nous avons fait cette expérience. C'est en se basant aussi sur ce qu'on pouvait lire de l'époque qu'on a créé ce type de voix très, très particulier. D'abord, merci beaucoup d'être là. Donc, ma question concerne Farinelli. Je me demandais donc, étant donné qu'il y a eu un très long travail de préparation avec l'acteur, notamment sur le chant, je me posais deux questions. Donc d'abord, combien de temps a-t-il mis pour prendre réellement conscience de son rôle et de sa difficulté? Et aussi, du coup, quelle relation vous entreteniez avec lui pendant toute cette préparation? J'ai la chance aussi d'être accompagné dans ce travail par quelqu'un qui est d'un grand, grand secours, qui est la personne, qui est mon conseiller musical, et qui faisait les répétitions de lipping avec l'acteur. Oui. Et donc, il était là tout le temps à côté de lui pour l'aider. Il faisait les répétitions. Vous savez que pendant le tournage, Stefano Dionisi, l'acteur principal, donc, se levait à 7h du matin et il passait une bonne partie de sa matinée, avant le tournage, il l'a passé au piano avec mon coordinateur musical. Voilà. Et donc, il avait constamment, en dehors du personnage, c'est-à-dire que c'est bien sûr la musique qui a conditionné son jeu, ça c'est absolument évident. Voilà, et ça il en est très conscient, que la musique a eu une importance sur sa manière de jouer. Mais c'est aussi parce qu'on a attaché une grande importance à ça, qu'on a essayé de l'encadrer continuellement à ce niveau-là, de le conseiller, de lui donner des indications continuellement, de le soutenir. C'était pas simple. C'était pas simple du tout. Il y a eu des journées qui ont été très, très dures, très, très difficiles pour lui. Et voilà, pendant le tournage, bien sûr. Très difficile à jouer, tout simplement, parce que ça exigeait de notre part aussi, nous exigions aussi une force, une adhésion complète au personnage. Et donc on lui demandait, moi je lui demandais chaque fois d'aller plus loin aussi dans l'expressivité, dans la sensibilité qu'il pouvait donner, dans l'émotion qu'il pouvait donner. Bonjour Adrien. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question plus générale et assez personnelle aussi. Ouais. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a motivé à devenir réalisateur et comment y êtes-vous parvenu? Bonne question. Bonne question. Ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, mais j'ai une fascination pour l'écran, j'ai une fascination pour le cinéma. À 4 ans et demi, ma mère nous emmène, moi et mes frères, voir un film de Charlie Chaplin au centre de la ville, je me souviens, à Bruxelles. C'était les temps modernes. Et quand la lumière s'est rallumée, j'ai pas voulu sortir de la salle tel qu'on le demandait. Je m'accrochais au fauteuil et j'ai supplié tout le monde de revoir le film une deuxième fois. Voilà, déjà, c'était un indice, je crois. Enchanté, Monsieur Corbiot. Est-ce qu'un film comme Barry Lyndon et est-ce qu'un film comme Amadeus vous nourrissent aussi dans la construction de vos films, et de vos films en général? Oui, ce sont des films que j'adore. Ça, je ne peux pas le cacher. Maintenant, est-ce qu'ils m'ont vraiment inspiré? J'en sais rien. C'est vrai qu'à le revoir, pour le Roi d'Ans, il y a parfois quand même certaines choses, notamment l'ouverture, qui fait penser à Amadeus. Mais voilà, c'est non voulu et c'était pas délibéré du tout. Mais de toute façon, c'est pas là que se trouve l'inspiration. Pour moi, l'inspiration profonde et première, c'était Visconti. C'était les grands films de Visconti. Et curieusement aussi, une approche aussi du cinéma beaucoup plus intimiste
qui sont les films de Truffaut, tout simplement. Voilà. Alors, ce sont ces deux choses qui ont l'air différentes, qui ont l'air opposées, et pourtant qui se réunissent dans mon désir, et qui sont réunis dans mon désir de faire du cinéma. Et c'est un peu ça que je regrette dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est le manque d'originalité. Tout ça est très conforme. Hein, même si les personnages sont extrêmement forts et puissants. Hein, mais ça manque de finesse, ça manque d'originalité. J'essaye de faire encore des films qui me plaisent, avec des personnages et des thèmes qui me semblent importants à dire. Aujourd'hui, le film que je prépare est un film politique aussi, qui se révèle de plus en plus comme un film politique, qui se passe en Autriche au début de la guerre, lors de l'Anschluss, hein, et qui est basé sur la manière dont les Allemands ont pris en main la propagande par la musique, notamment par la musique, et confisqué comme ça une série de grands créateurs, qui ont obligé les Allemands ou les Autrichiens de l'époque à suivre une manière de concevoir la musique qui n'était pas leur manière à eux. Le film s'appelle Sauver Mozart. Ça s'appelle Sauver Mozart parce que il fallait. Le film tente à sauver cette chose incroyable qui est Mozart, hein, à travers effectivement une manière aussi dont on a joué Mozart, voulu par la propagande allemande au début de l'Anschluss. Voilà. Et donc Sauver Mozart, c'est ça. La musique ne joue point ce soir.